Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes Kevin Dernel et François Strickers, cofondateurs de Visual Scaling. On a lancé cette série parce qu'on est convaincu d'une chose. L'éducation et la formation sont aujourd'hui, plus que jamais, ce qui est le plus important dans la société comme dans les entreprises. Le Skillcast, c'est notre façon d'ouvrir des discussions franches avec celles et ceux qui innovent, expérimentent, doutent parfois, mais avant tout, font l'éducation et la formation de demain. À chaque épisode, on donne la parole à des invités qui partagent leur point de vue, leurs méthodes, leur retour d'expérience. On y parle pédagogie, edtech, éducation, hybridation, technologie, enseignement. Mais surtout, on essaye de comprendre comment on apprend aujourd'hui et comment on apprendra demain. Pas de discours théorique, pas de recettes toutes faites, juste des conversations utiles pour celles et ceux qui font du learning un levier d'impact. Bienvenue dans le Skillcast. Et aujourd'hui, pour le premier épisode du Skillcast, je suis ravi de recevoir Roald. Bonjour Roald. Mais ravi de même. Un tout grand merci de venir nous rejoindre aujourd'hui, de venir nous éclairer avec ton parcours foisonnant en éducation et en formation. Première question tout à fait classique. Est-ce que tu peux un peu nous parler de toi et revenir un peu sur ton parcours ? Ouais, c'est marrant, je ne vais pas commencer par le point de départ, je vais commencer par le point d'arrivée. On est ici à la Grand Poste, derrière nous, dans ce lieu fantastique. C'est ce qui m'occupe aujourd'hui, en grande partie. Je travaille pour Noshaq, où je suis investisseur dans des boîtes technologiques, digitales essentiellement, pas que, mais voilà. Qu'est-ce qui m'a amené à ça ? Une assez longue route d'une trentaine d'années, où de formation, je suis ingénieur civil, en informatique de Louvain-la-Neuve. On est à Liège, mais mes racines académiques, en tout cas, sont à Louvain. Et puis, j'ai continué. Je suis un ingénieur en informatique qui a un peu mal tourné du point de vue de mes collègues parce que j'ai viré dans le business. J'ai fait quelques formations plutôt business à Solvay, à la Solvay Business School, en entrepreneuriat, en marketing aussi. Et puis, j'ai eu l'occasion d'aller me former à la charnière de 99-2000, un programme court à Stanford qui m'a beaucoup marqué parce que ça m'a plongé dans la Silicon Valley au moment de l'explosion au moment du démarrage de la bulle Internet. Et ça m'a lancé sur une carrière entrepreneuriale, que j'avais déjà un peu démarré avant, mais dans le net, quoi. Je suis tombé dans le net quasi à la naissance du net, avec quelques autres pionniers en Belgique comme Benoît Lips, Brice Le Blevenec. C'est vraiment la préhistoire du net en Belgique, donc j'en faisais partie. Mais avec un goût déjà de créer des choses nouvelles, pas juste d'être un prestataire de services qui vend à des entreprises, mais d'inventer des choses. Et la Silicon Valley, super stimulante évidemment de ce point de vue-là, l'environnement, Stanford, etc. Donc là-dessus, j'ai lancé une boîte qui s'appelait Winbox, qui faisait quoi ? Qui mettait la messagerie, à l'époque l'email, sur le téléphone mobile. Aujourd'hui, on dirait... Ça, c'était dans quelle année ? En 99, 2000, 2001. Wow. Donc aujourd'hui... Donc c'est la fusion de la messagerie et du téléphone mobile. On ne s'en souvient pas, mais les téléphones n'étaient pas du tout utilisés pour la messagerie encore à l'époque. Et des investisseurs américains ont cru là-dedans, ont mis 2 millions, puis encore 3 millions. Donc je me suis retrouvé avec 5 millions, ce qui en 2000 était beaucoup à l'époque. En effet. Mais encore maintenant d'ailleurs, ça reste pas mal, mais à l'époque c'était vraiment beaucoup d'argent sur un pari. Et mes investisseurs disaient... We're going to be like Hotmail, except bigger. Donc, l'ambition était de dire, la messagerie, c'est important. Hotmail venait de le démontrer. J'avais eu l'occasion de rencontrer, grâce à Solvay, à Jean-Claude Ettinger, qui dirigeait les programmes d'entrepreneuriat à Solvay, Saber Bhatia, qui était un des cofondateurs de Hotmail. Super inspirant, évidemment. Comme on va en reparler sans doute. Ce qui est souvent inspirant, c'est les rencontres, s'asseoir avec quelqu'un. Donc, on était là, à la Maison du Cygne, sur la Grande Place à Bruxelles, à côté de Saber Bhatia, et qui me raconte Hotmail et comment il a refusé les offres de rachat de Microsoft à 200 millions, 300 millions, 350 millions, et puis accepté à 400 millions finalement. Donc voilà, et donc j'ai lancé cette startup Winbox. Et quand on est venu avec une première offre en dizaines de millions pour me la racheter, j'ai dit non, je vais faire comme mon mentor, Saber Bhatia. J'ai refusé en me disant ils vont revenir 6 mois plus tard. Entre-temps, la bulle Internet avait éclaté. Donc, ça n'a pas été un succès. Ça n'a pas été un rachat. On a sauvé la maison mère pendant un certain temps. Mais bref, cette histoire n'a pas été un succès. Mais beaucoup de lessons learned. Voilà. Après ça, je me suis... Voilà, c'était un épisode marquant. Ce n'est pas un succès, mais marquant parce qu'on apprend énormément de choses. On se stimule à côtoyer la Silicon Valley, les investisseurs, prendre une innovation, une vision de marché, un développement technologique, une opportunité et viser en tout cas de partir en hypercroissance. Après coup, on peut
peut dire, oui, on voyait bien que ça n'allait pas marcher, mais n'empêche qu'un de nos concurrents avait été racheté 240 millions par Telefonica, donc ça aurait pu nous arriver aussi, quoi. Absolument. Ouais, ça n'est pas arrivé. Apprentissage. Après ça, j'ai fait pas mal de coaching, entre autres avec le Microsoft Innovation Center de 2010 à 2015, avec mon ami. Le bien connu MIC. Le bien connu MIC, qui a changé de nom, enfin qui s'appelle toujours MIC, mais ça ne veut plus dire Microsoft Innovation Center à présent. Avec Ben Picard, on a lancé à deux les Entrepreneurs Boost Camp, qui était, sauf erreur, un des premiers endroits en Belgique où on faisait des programmes d'accélération, c'est-à-dire, on pourra distinguer de l'incubation, qui elle dure longtemps, plusieurs années, on accompagne les boîtes dans la durée, c'est ce que fait WSL, qu'on connaît bien aussi pour les projets technologiques, récemment rebaptisé Ignity après 25 ans ou 30. Pour les auditeurs non wallons, s'il y en a, donc WSL, c'est un incubateur de sociétés technologiques. Oui, technologiques. Ouais. Les sciences de l'ingénieur, ça a été mené pendant, j'ai peur de rallonger, au moins 25 ans par Agnès Flemal, qui a mené ça de manière assez remarquable, et dans toute la Wallonie. À présent, ça vient de passer à David Dallavecchia. Ça change de nom, Ignity, mais avec la même ambition de permettre aux boîtes technologiques une expansion. Et je ne peux pas nier que je reste quelqu'un avec un ADN technologique, donc ça va ressortir sans doute à certains moments. Donc l'accélérateur, donc WSL Ignity a fait de l'incubateur, hein, dans la durée, les programmes d'accélération connus par les exemples de Y Combinator, Techstars, 500 Startups. C'est des programmes beaucoup plus courts. En 3 mois, on essaie de faire une différence. C'est évidemment, on ne sait pas faire la même profondeur de travail qu'un incubateur, mais on sait quand même amener les gens plus loin en 3-4 mois. C'est un modèle qui s'est bien répandu et on a été dans les premiers à faire ce genre de modèle avec Ben Picard, à utiliser le business model Canva qui venait à l'époque de sortir. Et on a fait une vingtaine de cohortes de notre Boost Camp, Entrepreneur Boost Camp, à Mons et puis à Bruxelles. Et puis ça nous a amené chez Lean Square, fonds liés à Noshaq, dédiés aux startups. Et c'est ça qui m'a amené chez Lean Square, chez Lean Square et puis Noshaq, où j'ai eu l'occasion de mener des investissements, comme mes autres collègues investisseurs au sein de la maison. Je dois revenir un petit peu en arrière, parce qu'avec mes multiples casquettes, à partir de 2000, j'ai été invité par Fabien Pinkers à être au conseil d'administration d'Odoo, quand c'était encore à l'époque une boîte de 15 personnes dans une ferme. Donc j'ai vu cette boîte grandir pendant 10 ans au conseil d'administration, de 15 personnes à plus de 1000 et aujourd'hui à plus de 4000. Et en 2019, d'y amener un investissement de Noshaq, justement, entre autres dans une transaction secondaire, opération dont on a été très contents, je pense, et qui a conforté l'assise et le développement de la boîte. Il y a un épisode entrepreneurial aussi en 2013 et 2017 où j'ai cofondé une boîte de big data. Donc c'est un peu l'étape qui vient avant l'IA, qui s'appelait Swan Insights, qu'on a revendu en 2017 donc à un groupe suédois. Et également, mais on va en parler, je pense. On va parler du learning bientôt. Donc, voilà, il faut en garder pour la suite. Voilà, en très très gros, donc. Je suis quelqu'un passionné à la base de technologie, de transmission. J'ai parlé du coaching, je me suis retrouvé aussi avec des rôles d'enseignant dans les programmes universitaires, dans les facs d'ingénieurs en général, à la Polytech de Mons, puis aux ingénieurs de Louvain, aux ingénieurs de Liège, civils et industriels, avec le programme StarTech justement, piloté par WSL, qui vise à donner des rudiments d'entrepreneuriat à des étudiants ingénieurs, avec un pari de Wallonie Entreprendre. Tiens, les ingénieurs peuvent être de bonnes pousses de start-up. Et ça a l'air de se confirmer. Il y a quelques belles boîtes d'ingénieurs dans le territoire. Hein. Il n'y a pas que ça, mais voilà. Voilà. Je pense qu'on pourrait faire 3 podcasts rien que sur ton parcours. Ouais. Merci déjà pour ça. Alors, dans toutes ces expériences, je sais, parce qu'on échange beaucoup ensemble depuis des années, tu es un passionné d'éducation et de formation. Tu m'as d'ailleurs appris pas mal de concepts dans l'innovative learning de par nos échanges. Avec cette longue expérience, comment tu qualifierais l'évolution de l'apprentissage entre ce qu'on faisait dans les années 90, le début du net,
Et toi, est-ce que tu as la manière, même ton parcours académique, et ce qui se fait aujourd'hui? Oui, on vient d'une époque au XXe siècle, hein, ça a l'air déjà loin, oui, c'est sans doute déjà un peu loin pour les plus jeunes qui nous écoutent, les millénials, euh, où c'était, tu faisais tes études, bachelier ou un master universitaire, et avec ça, tu étais paré pour la vie. Voilà, je caricature un petit peu, mais c'était, tu fais un bon diplôme et tu auras une bonne carrière. C'est un peu le modèle que les parents transmettaient, croyant bien faire. Et ça marche, ça a marché, ça marche sans doute encore en partie, mais est apparu aussi, on se rend compte qu'on est dans un monde beaucoup plus changeant, donc qui demande un recyclage, un upskilling, un reskilling régulier. Et comment dire, la technologie nous a amené toutes sortes de moyens de le faire, quoi. Hein, l'apparition des MOOC vers un peu avant 2010. MOOC? Les MOOC, ouais. Bon, on va expliquer. Pour moi, c'est une révélation. Donc, on va faire la généalogie des MOOC. Hein, l'origine des 2 MOOC les plus connus. Donc, pour nos auditeurs, les non avertis, c'est Massive Open Online Course. Voilà. On a fait une petite capsule là-dessus, et donc c'est un cours en ligne à diffusion massive où généralement il peut y avoir des milliers de participants. Je vais te laisser raconter celui de Stanford, Voilà. que j'adore, et où parfois on paye la certification uniquement, souvent c'est gratuit, et parfois c'est entièrement gratuit. Voilà, il y a plusieurs endroits où placer l'origine des MOOC. Une assez communément admise, c'est le cours de machine learning de Andrew Ng, prof d'IA à Stanford en 2010, qui se dit, tiens, au lieu de donner mon cours juste à ma classe, on va la filmer et on va permettre à des gens du monde entier de s'inscrire. Et il a été complètement il pense machine learning en 2010, c'était quand même assez exotique. Il pensait avoir quelques centaines d'inscrits, peut-être 1 millier maximum. Il a eu 40 000 inscrits. J'en faisais partie, je m'étais inscrit à ce premier truc-là, mlclass.org, ce qui existe encore. Et surpris et donc ce cours a été suivi par des gens perdus dans les steppes de Mongolie, pour certains. Donc c'est devenu global, une global classroom, avec un des meilleurs profs en IA, quoi. Andrew Ng, c'est quand même celui qui a réussi à utiliser les GPU pour faire de l'IA. Donc, en gros, NVIDIA peut le remercier parce qu'il a joué un rôle clé là-dedans. Et voilà que son cours a 40 000 inscrits. Et donc, c'est devenu dans la foulée, typique de la Silicon Valley, tiens, il y a une opportunité. Ouais. C'est devenu Coursera. Donc, dans l'année, c'est devenu Coursera. Un des leaders mondiaux des leaders mondiaux des MOOC, donc de ce format nouveau. Au même moment, à peu près 6 mois après, son collègue Sébastien Troun, prof de robotique à Stanford, qui a après mené Google X et les prémices des Google Cars, rendait online son cours de robotique. Et ça, c'est devenu Udacity. Waouh. Donc là, à 500 mètres d'écart, naissent de manière un peu opportuniste, sans l'avoir cherché, 2 géants de l'apprentissage en ligne. Un peu plus tard, côté Est, évidemment, réagit. Du côté MIT, vous voyez que je suis venu avec... En effet, oui, il y a des placements produits pour le MIT par Val aujourd'hui. Ils n'en ont pas besoin, mais voilà. On lançait edX. Donc la plateforme edX qui se voulait un peu l'équivalent de Coursera du côté côte Est, Harvard, MIT. Et alors intéressant aussi dans toute cette mouvance, c'est qu'à l'époque, Vincent Blondel, avant de devenir recteur de l'UC Louvain, était prof invité au MIT et il a dit, tiens, mon université à la maison, là, quand même une des plus vieilles d'Europe, s'inscrirait bien dans votre... Donc Louvain s'est retrouvé charter partner dans les 12 premières unifs dans cette charte edX qui a permis à Louvain, et encore aujourd'hui, d'être un contributeur important de ces MOOC. Donc une explosion des MOOC. À noter que ces MOOC sont considérés comme pour les puristes, mais je sais qu'il y a sûrement des puristes autour de la table et qui nous écoutent, c'est les MOOC, il y a une distinction entre les... Ça y est, j'ai oublié les détails maintenant, mais il y a encore avant tout ça, il y avait George Siemens, un Canadien, qui avait inventé le concept de connectivist MOOC. Donc pour lui, ça devait être beaucoup plus... comment dire, l'apprentissage est quelque chose de beaucoup plus organique, qui comprend beaucoup d'autres choses que juste... C'est devenu quelque chose d'assez pauvre par rapport à la vision originale de George Siemens. C'est une suite de vidéos et des quiz. Initialement, dans la vision de George Siemens, le MOOC connectiviste, c'est-à-dire, ça serait fait une théorie de l'apprentissage qui est plus proche de la réalité, on connecte beaucoup de choses, des choses qu'on se rend compte, qu'on lit, qu'on découvre, une vidéo YouTube, etc. Ce n'est pas juste une suite linéaire de vidéos organisées par un enseignant.
Voilà, mais donc le mode MOOC qui s'est imposé aujourd'hui, ben, il a au moins l'avantage de l'efficacité, de la diffusion de masse, etc. Donc toutes ces choses-là sont à la fois une réponse à, tiens, comment est-ce qu'on peut se reformer au cours de la vie, comment est-ce qu'on peut abaisser les coûts, hein, parce que c'est à la fois, et ça a réussi, à mon sens, un mariage vraiment intéressant, c'est-à-dire quelque chose d'élitiste par la qualité du contenu, les meilleurs univers du monde, En effet. et en général accessible, soit il y a quasi toujours une version accessible gratuitement, et ou un coût, voilà, pour $50, on peut avoir un certificat en accès au quiz et on a un petit certificat PDF. Voilà, donc ça, c'est une massification et une démocratisation de l'enseignement de la plus haute qualité. À partir du moment où Stanford a mis en ligne son cours de machine learning, vous êtes une université de 2e ou 3e division dans le reste du monde, c'est difficile de lutter contre ça, quoi. Donc la qualité de ce qui sort est impressionnante. MIT, c'est la même chose. Vous pouvez choisir d'aller sur, ça existe depuis au moins 20 ans, OCW. Vous tapez OCW MIT, c'est le Open Courseware du MIT. C'est des centaines de cours qui ont été filmés en vidéo et qui sont disponibles absolument gratuitement. Ou bien il y a des versions de certificats aussi sur edX à 50 ou $100. Ou bien ce qu'on appelle des SPOC. Donc, Small Private Online Course. Small Private Online Course, qui sont un peu comme des MOOC, mais on s'occupe plus de vous. Il y a un assistant qui corrige vos travaux, etc. Ça coûte 1 500, 3 000 dollars. Ou bien vous allez sur place, comme mon ami Jean-François Remy, qui m'a d'ailleurs ramené ceci, qui va sur campus, et là, ça coûte entre 10 000 et 20 000 dollars. Et là, vous avez tout l'avantage de pouvoir interagir en direct avec les profs, d'avoir un peer group, un groupe de pairs venus du monde entier qui va suivre la même chose que vous, avec lesquels interagir. Voilà, il y a une valeur supplémentaire et il y a un marché qui est prêt à payer pour cette valeur supplémentaire. Donc l'offre est devenue très large, très up-to-date. Hein, les cours, en tout cas dans les universités sur ces plateformes, reflètent vraiment l'état du marché, au maximum 6 mois de retard sur l'état de l'art du marché. Même chose sur Udacity. Udacity est encore plus orienté, est encore moins diplôme universitaire ou certificat universitaire et davantage quels sont les skills dont vous avez besoin pour vous hands-on, pour trouver un job chez Google, Alphabet, Facebook, etc. quoi. C'est quasi calibré pour ça, pour postuler et trouver du boulot dans les GAFAM et équivalents. Donc voilà, ça c'est des gros changements. Et on ferait bien d'en tenir compte par chez nous. Nos unifs se sont mis au MOOC, ok, pas avec la même vitesse que les Américains, mais voilà. C'est vrai qu'on prend le cas de l'Université de Liège ici, qui a une cellule MOOC qui existe déjà depuis un certain nombre d'années maintenant. Ils partagent les contenus sur France Université Numérique, qui est une plateforme aussi, une architecture qui est basée sur edX, de toute façon au niveau du truc. Il me semble que c'est ça. Je ne dis pas de bêtises. Et donc ça commence à avoir un beau catalogue. Ils ont déjà plus d'une 50aine de cours qui sont mis à disposition. Ils font un travail assez intéressant sur ces cours. Non, c'est très bien. Ça commence à se mettre en place. La plateforme Fun, évidemment, France Université Numérique, pour le monde francophone, effectivement. Et ce sont des cours massifs en ligne. Donc on remarque qu'il y a des milliers, voire des dizaines de milliers d'inscrits. Maintenant, il y a chaque pièce à son revers. Entre 10 000 inscrits au départ, il y en a combien qui terminent à l'arrivée, c'est beaucoup moins. Et le taux de non-complétion est énorme. Ouais, le taux d'abandon est énorme. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'il y a moyen de jouer de plusieurs manières. Il faut vraiment être motivé. Si vous avez payé, l'air de rien, vous allez être plus motivé que de s'inscrire à un truc gratuit. Je confirme. Voilà, j'ai quand même payé. Et si vous avez payé 1500, vous allez être plus motivé que si vous avez payé 50. Une espèce de version à la perte qui se met en place comme ça. Voilà, on a payé, on a envie de finir. Ouais, et la qualité est quand même meilleure. Enfin, vous avez un suivi plus proche. Mais ce sont des tendances de fond, quoi. Et donc, qui percolent aussi dans les entreprises. Enfin, on a vu des acteurs qui amènent ce genre de modèle au sein des entreprises progressivement. Maintenant, avec les mêmes questions. Tiens, qui va suivre la formation, qui va aller jusqu'au bout, qui va vraiment faire quelque chose. Bon, tout ça, c'est les enjeux de... Et si je reviens un peu sur le début de ma question, donc ça, c'est l'explosion que tu vois à cette époque-là. Mais alors, depuis? Parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais tiens, maintenant que tout le monde a accès à ces cours-là en ligne, pourtant, on voit qu'il y a toujours un marché pour le présentiel. Il y a toujours une demande pour la formation fait classique. Comment vois-tu cette évolution, vraiment? Comment est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que ça a changé et comment ça se passe aujourd'hui? Oui, absolument. C'est vraiment utile de remarquer que, tiens, il reste une grosse place pour le présentiel. À l'époque des
les geeks ou les trop technophiles pensaient peut-être que tout est en ligne, Stanford, Harvard, MIT sont en ligne, presque gratos, donc c'est fini. Le reste du monde va être désintermédié, etc. Ben non, c'est pas ça qui s'est passé. Les gens continuent à apprécier le présentiel de la même manière que, on l'a vu avec le Covid, tout le monde s'est précipité sur Zoom, Teams, etc. Et même maintenant, les gens, dès que le Covid a été terminé, les gens ont repris l'habitude de préférer malgré tout. On garde un peu de réunions online, mais on aime bien avoir du présentiel. Hein, la preuve, on fait ceci en présentiel, c'est quand même plus agréable. Absolument. Voilà, que si on était chacun derrière son écran. Pourquoi? Parce que ça enlève tout le côté informel. Vous avez remarqué que quand vous avez une réunion sur Zoom ou sur Teams, si elle est annoncée pour commencer à 14h, à 14h03, les gens sont déjà impatients, sont déjà démarrés. La même réunion en mode physique, on l'a vu avant que je n'arrive ici, on prend le temps d'aller boire un café, ça permet d'échanger sur des choses diverses, ça permet de rencontrer d'autres personnes. Tiens, je te parlais de Marina qui s'occupe de la Grand Poste, Absolument. de Romina, pardon, et de rencontrer les gens. Donc tout ce côté informel, il y a de la valeur et on le garde quand on fait du présentiel. Tant que je parle de présentiel, ça me permet de placer un petit chapitre que je n'avais pas encore placé, qui est à la fois un exemple de ces nouveaux modes d'enseignement et aussi un élément de mon parcours, c'est la Bicentrale, la création de Bicentrale, à laquelle j'ai participé. Je suis un des 28 cofondateurs en 2017 ou 2018, sur base d'une intuition. Est-ce que on peut te demander, Bicentrale exactement, qu'est-ce que c'est? Ouais. Ça se situe où? Bicentrale, à la base, c'est une initiative privée, impulsée, encouragée par ce qui s'était passé dans le secrétariat à la Digital Belgium, piloté à l'époque par Alexander De Croo, avant qu'il soit Premier ministre, et Laurent Hublet, qui était attaché à son cabinet. Et donc, on a lancé avec... et l'opportunité était la gare centrale à Bruxelles, la gare centrale, Bruxelles centrale, bien connue. Les 3-4 étages du magnifique bâtiment Horta étaient progressivement abandonnés par la SNCB qui avait relocalisé ses bureaux ailleurs. Et donc, tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, il y a eu l'intuition de dire, tiens, est-ce qu'on peut convenir d'un accord pour avoir le premier étage? Et on va y installer des écoles de code. Donc ça s'est fait en mode très entrepreneurial. Donc c'est déjà une approche entrepreneuriale des digital skills, où on a accueilli Bicode, on a accueilli un peu plus tard Google Digital Atelier. Donc des opérations très grassroots comme Bicode, des opérations un peu plus prestigieuses comme Google. Et tout le monde trouve sa place dans un mode comme un supermarché de digital skills, mais c'est presque ça. Il y a plusieurs projets de formation. On pourrait croire, tiens, ils vont se marcher sur les pieds. Le Wagon qui organise ces formations de codage, est-ce que c'est pas concurrent avec Bicode? Oui et non. Les publics sont différents, les formats sont différents, les prix sont différents. Donc, ce sont deux produits tout à fait différents qui trouvent chacun leur public. Et les intersections sont rares, on se marche quasiment pas sur les pieds. Et donc, au fil du temps, le succès venant, Bicentrale a pris chaque année un étage supplémentaire. À présent, a rempli intégralement la gare centrale, enfin les bureaux au-dessus de la gare centrale. Donc, 10 000 mètres carrés d'espace dédié, pas entièrement à la formation. Il doit y avoir une quarantaine de projets hébergés. Je pense que les 2 tiers doivent avoir un rapport avec la formation. Et puis, il y a encore quelques startups comme Listminus, Ring Twice. Il y a des petits groupes de lobbying pour l'inclusion numérique, des choses comme ça. Il y a Code and Play, il y a plein d'éléments de formation numérique dans les divers aspects. Et qu'est-ce qui a fait? Parce que Bicentrale, et on le dit avec grand plaisir, ça a été vraiment un succès. On sait qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de ce type-là qui n'ont pas forcément rencontré le succès espéré. Qu'est-ce qui a fait le succès de Bicentrale finalement? La meilleure personne à qui poser la question, je vous conseille de l'inviter, c'est mon ami Laurent Hublet, qui donc a été... L'appel est lancé, Laurent, si tu nous écoutes. On est bien, on peut s'arranger. Qui a été le CEO de Bicentrale pendant 6 ans, vous l'expliquerez mieux que moi. Je pense qu'il y a un mix d'initiatives privées. Donc c'est avant tout, il faut comprendre que Bicentrale n'est pas quelque chose initialement de parachuté par les pouvoirs du tout. C'est un rassemblement de personnes, mais avec des gens comme Thierry Geertz, à l'époque patron de Google, comme Xavier Daman, un entrepreneur passé par la Californie, etc. Comme Philippe Van Oppem, qui est un multi-entrepreneur dans plein de domaines, qui est passé du mobile au social maintenant et à l'impact. Vraiment remarquable. Il s'occupe de crèche dernièrement. Il s'occupe de crèche.
Mais voilà, mais quand vous rassemblez, ils ne sont pas tous comme lui, mais quand vous rassemblez une trentaine de personnes comme ça, avec chacun un carnet d'adresses, une passion pour le numérique et un réseau en partie complémentaire, en partie différent, bah, vous démultipliez Ramification. le pouvoir d'impact, quoi. Et la plupart des gens ne sont pas là pour gagner de l'argent. C'est pas un business, c'est une entreprise à finalité sociale. Donc, on est là pour faire marcher son réseau parce qu'on a envie de rendre à la société des choses dont on a profité. Donc voilà, c'est sans doute un des éléments du succès. Donc beaucoup de liberté dans les projets. Certains trouvent leur place, certains naissent, certains se replient un peu. Chaque sous-projet doit avoir son business plan propre. Bicentral n'est pas le coordinateur, il assure un fil rouge, mais Bicode, par exemple, a son existence propre et a eu des extensions à Liège, Charleroi et ailleurs. École 19 a démarré à côté, puis est venue à Bicentral et a une extension à Anvers maintenant. École 19, est-ce que tu peux en dire? Donc l'école 19, l'école 19, c'est la déclinaison belge de l'école 42, lancée par Xavier Niel à Paris. Aussi une intuition incroyable sur un processus pédagogique, de dire, tiens, il n'y aura pas de prof, il y a un programme, donc des choses qui n'hésitent pas à être disruptives dans le monde de l'éducation, et ça marche. Enfin, à Paris, ça marche extrêmement bien. C'est une école, les participants de l'école 42 gagnent régulièrement des concours de codage. Tous les hackathons, etc., ils sont représentés. Qui les opposent à Polytechnique Paris et à d'autres écoles d'élite françaises. Donc, ça montre la solidité du modèle. Ben voilà, c'est arrivé à Bruxelles. Et c'est un modèle différent de Bicode. Donc, il y a des gens qui vont être attirés par le modèle école 19, des gens qui vont être attirés par l'école, le côté Bicode, les deux. Et est-ce que c'est utile de les comparer? Je ne sais pas. Mais chacun y trouve son... Et le wagon est encore différent. Le wagon s'adresse à un autre public. Le wagon, comment dire? Là, c'est du concentré. Bicode est en 9 mois, le wagon est en 9 semaines. Formule de bootcamp. Bicode est gratuit et s'adresse, pas que, mais beaucoup à des demandeurs d'emploi, à des gens, pour certains, sont en décrochage scolaire, voire en décrochage social. Le wagon, pardon, c'est plutôt... corporate. C'est plutôt le corporate, le Solvay Boy or Girl, qui a fait 10 ans dans une boîte de consultance chez un Big Four, et puis qui réalise qu'il ne veut pas faire de l'audit toute sa vie, et qui se dit, tiens, les digital skills, c'est important. Et donc, en 9 semaines, il va avoir une très bonne culture générale du digital. Ça ne va pas en faire un vrai codeur entre nous. Enfin, si, peut-être, sur papier, s'il se passionne pour ça, mais ce n'est pas le but. Par contre, ça peut en faire un très bon manager de start-up en démarrage, de projets digitaux, etc. On connaît plusieurs success stories de ce type-là. Donc voilà comment des projets très différents peuvent coexister, cohabiter dans le même bâtiment. La cafétéria de Bicentral, c'est un endroit fantastique, c'est une ruche, parce que plein de gens se rencontrent. Il y a des centaines de personnes qui passent par là tous les jours. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés. Ouais, tu m'as invité. Voilà. Je confirme. C'est un endroit de rencontre incroyable. Et c'est ça d'ailleurs la fonction d'endroits comme la Grand Poste ici ou comme Bicentral. C'est pas uniquement le contenu de ce qui s'y passe, c'est l'opportunité de rencontre. Ça, c'est quelque chose. Mon côté entrepreneur tient très fort à ça. Et certains se posent la question sur, tiens, mais pourquoi est-ce que la Silicon Valley a tellement de succès? Et certains expliquent ça en disant, c'est l'endroit au monde qui maximise la surface d'opportunité, comme si c'était une sorte de surface d'attrape-mouche géant où les opportunités vont pouvoir se faire. Donc, plus les rencontres se passent, certaines vont être OK, sympas, gentilles, sans plus. Mais si vous en avez beaucoup, la qualité est liée à la quantité, autrement dit. Donc, si vous avez beaucoup de rencontres, il va inévitablement, à un certain moment, se passer des étincelles et des débuts de success story, quoi. Donc, voilà. Donc, tout ça, grosse parenthèse bicentrale, magnifique exemple de formation dans le présentiel. C'est un autre élément. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux années 90, pour refermer les parenthèses qu'on ouvre? Il y a les MOOC qui sont arrivés, ça c'est le digital, révolutionnaire. Le présentiel continue à exister, à bien exister. Super exemple Bicentral, et il y a d'autres exemples comme ça ici aussi. Il y a Bicode est à Liège aussi. Il y a d'autres initiatives. Il y a l'initiative Tumo. On voudrait de ne pas la mentionner. Elle n'y est pas encore, mais elle se prépare. En cours de développement ici. En cours de développement, à la Grand Poste, par mon
mon amie Héloïse, qui a invité ce projet qui vient initialement d'Arménie. J'espère ne pas me tromper. Non, Qui c'est serait bien, hors C'est de- la diaspora c'est la des diaspora États-Unis. arménienne. Ah, voilà. Il faut savoir que l'Arménie, j'ai pas mal discuté avec l'ambassadeur Éric Demeun, que je salue, belge en Arménie, sur le projet, puisque passionné par ce Ouais. genre de projet. Et donc, en fait, l'Arménie est, comme certains pays, très, très actif avec une diaspora majoritairement aux États-Unis. Ce sont des gens qui arrivent là-bas avec le couteau entre les dents et qui font des projets notamment entrepreneuriaux. Et TUMO, en fait, c'est un concept qui se répand partout, un concept pédagogique que je ne connais pas encore bien et qu'on attend avec impatience. Et donc, c'est la diaspora américaine qui a permis que ça se développe en Arménie. Et maintenant, le concept pédagogique, c'est un peu une franchise qui s'étend. Ouais, c'est ça. C'est un modèle de franchise, de ce que j'ai compris. Il faudrait inviter Héloïse aussi pour en parler. Voilà, on est enfin, sans vouloir pousser du... Mais il y a vraiment des sujets passionnants autour de ça. Ça s'adresse aux enfants, aux adolescents, avec une logique d'excellence. Vraiment, le niveau est incroyable. Et ce n'est pas que du codage, quoi. C'est aussi c'est toute la créativité qui va, tous les créateurs, vidéo, musique, etc. C'est en général digital, oui, ça y est quand même du digital à tous les coups. Mais voilà. Donc ça, c'est très bien, c'est un projet d'excellence, c'est un peu la Rolls. Donc à découvrir bientôt à la Grand Poste, une fois que ça se boucle. À côté de ça, on peut remarquer qu'il y a aussi d'autres, tant qu'on y est sur les STEM ou les STEAM, on va aussi traduire les acronymes, pour les jeunes, c'est aussi un des sujets qui me tient à cœur. STEM, c'est l'acronyme de Science, Technology, Engineering and Math, donc les sciences dures, va-t-on dire. C'est un acronyme qu'on a transformé au fil du temps, on a rajouté un A pour le côté artistique, donc de STEM, on est passé à STEAM. C'est plus que rajouter un cours d'aquarelle au milieu des cours de maths et d'engineering, c'est vraiment une approche projet complète. On a remarqué plein d'effets bénéfiques à ça. Les gens ne sont pas juste braqués sur un problème technologique, mais voient ça comme un projet plus global, avec un début, une fin, une finalité, etc. Ça attire davantage les filles aussi. J'espère que ce n'est pas sexiste de le dire, mais les matières technologiques ont tendance à être sous-représentées ou surreprésentées en garçons, comme les écoles d'ingénieurs, où il y a typiquement 80% d'hommes et 20% de femmes. Même chose pour les STEM. Si on veut des futures chercheuses, ingénieurs, c'est un métier tout à fait pour les femmes aussi. Absolument. On le voit en médecine où maintenant il y a davantage de ou en de femmes biopharma médecins. que je connais bien, où là, les femmes sont majoritaires. Elles sont majoritaires. Donc il y a vraiment... Et elles réussissent mieux aux études. Attention, aussi. généralement, même pas que dans les sciences. Généralement, c'est général. Tout court, elles réussissent mieux. Ouais, absolument. Donc on veut, voilà, s'il y a un message à faire passer par la bande, c'est plus de femmes dans les STEM, les STEAM, les sciences, les technologies, et tout ce dont on a parlé peut aider, les MOOC, le présentiel, etc. Une petite question, j'aurais à rebondir sur ce que tu nous as parlé de Bicentral et des projets, notamment des écoles qui ont des projets au niveau du code, etc. Et j'avais entendu, ou lu, je ne sais plus comment je l'avais eu, mais tu parlais dans une de tes tribunes, les échos ou la libre, de la pensée algorithmique et à quel point c'était quelque chose d'important d'amener, et que le code était une manière de développer ça, au-delà des compétences techniques pures, à apprendre un langage, apprendre à développer, il y avait vraiment quelque chose autour de ça. Oui, absolument. Ouais, ça c'est une belle question, parce que j'ai tendance à, comme tout le monde, utiliser code pour faire court et parler de la capacité à parler aux ordinateurs. Mais pour être plus précis, je suis aussi le premier à dire, attention, ce serait plus précis de parler de pensée algorithmique. La pensée algorithmique, c'est une manière d'aborder les choses en séquence, avec des tests, etc. Donc c'est tout à fait différent. Enfin, c'est lié, mais ce n'est pas la même chose. C'est une capacité intellectuelle à décortiquer un problème, à l'exprimer d'une certaine manière. Et donc, il y a des débats maintenant. Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'apprendre le code ? Et si vous écoutez le patron d'NVIDIA, il va vous dire non, ça ne sert plus à rien. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nouveau langage de programmation. Est-ce que vous savez qu'il y a un nouveau langage de programmation depuis un anglais ? Le prompt. English, voilà. ou le français, ça marche aussi. Le prompt engineering. Ouais, le prompt engineering, mais ça va même plus loin, parce que maintenant, avec les progrès de ce qu'on appelle le vibe coding, donc la capacité à développer des programmes sorry pour les acronymes. C'est pas un acronyme, là, c'est le vibe coding. Appellation pondue par André Carpati en février de cette année, donc c'est tout frais. Ça désigne la capacité à pondre un programme de manière quasi intuitive, comme un musicien de jazz ferait ses gammes et ses accords. Donc ça va. C'est encore un peu tôt pour le moment, mais on n'est qu'au début de cette vague, et donc de plus en plus des gens, y compris
non formés de manière classique au code vont pouvoir pondre indirectement du code. Donc là-dessus, on va se dire à quoi est-ce que ça sert encore d'apprendre le code? Donc là, il y a un peu deux écoles. Il y a ceux qui disent ça ne sert plus à rien, comme le patron d'NVIDIA, et d'autres qui disent, comme moi et d'autres, on a tendance à dire si, ça vaut quand même la peine. En tout cas, la pensée algorithmique, la capacité à comprendre la logique interne, etc. Et j'avais fait une chronique, effectivement, dans la Libre. Je disais, le code, c'est comme le latin. Il faut l'apprendre, mais c'est inutile, donc il faut l'apprendre, quoi. Donc pourquoi? Parce que c'est la même logique de formation, de musculation de l'esprit, de capacité à traiter les problèmes. Parce que sinon, autant on peut dire de bonnes choses de l'IA, autant on commence à remarquer que ça peut avoir tendance à ramollir la pensée, à la rendre un peu plus folle et un peu plus faible, pardon, et un peu plus molle. Et donc, selon toi, il faut apprendre le code? La pensée algorithmique. Pensée algorithmique. Je pense que c'est utile de faire un cours de pensée algorithmique. Il y a aussi un endroit où j'interviens, la Brussels School of... elle s'appelait historiquement Competition, maintenant je ne sais plus, le C a changé de signification. Excuse-moi Charles. Mais où je donne un cours ils ont un programme Law and AI, le droit et AI, où je donne un cours de pensée algorithmique en introduction à des juristes. Et ils font un peu de code, quelques lignes de code dans un environnement Jupyter, pour ceux qui connaissent avec un Y. Ce sera sans doute les premières et les dernières lignes de code qu'ils feront de leur vie, mais ils rentrent dans cette logique et ils comprennent mieux. Les témoignages qu'on a, c'est « Ah oui, tiens, on comprend mieux un peu les rouages de ce qu'il y a derrière, sinon ça paraît comme de la magie. Hein, quelqu'un de non technique voit une IA, ChatGPT, je parle, il me répond dans ma langue, ça a l'air magique, quoi. Mais là, on comprend un petit peu mieux les sous-jacents. Je voudrais un peu switcher de sujet ou rester dans la continuité du sujet, mais tu as fondé des entreprises dans l'e-learning dès les années 2000. Alors, il faut savoir que c'était la bulle Internet, mais dans les années 2000, l'e-learning, c'était absolument marginal. Et donc, et on y reviendra aussi avec AI Black Belt, donc tu as toujours un petit temps d'avance sur les choses. Et c'est toi d'ailleurs qui m'as appris que c'est avoir tort que d'avoir raison trop tôt, surtout dans l'entrepreneuriat, c'est une question de timing. Mais donc, tu peux nous parler un peu de ces projets-là, de ce qui s'est passé? Pourquoi l'e-learning dans les années 2000? Oui, je vais rebobiner encore d'un cran. Alors, l'intérêt du learning. Pourquoi est-ce que je m'intéresse autant au learning? Il y a un bouquin qui, pour moi, reste une référence 25 ans après sa sortie, plus de 25 ans. C'est The Fifth Discipline de Peter Senge au MIT, d'ailleurs. Ce bouquin disait quoi? Ce bouquin disait le dernier avantage compétitif qui va rester aux entreprises, c'est ce qu'il a commencé à appeler les learning organizations. C'est d'être une organisation apprenante qui s'adapte, etc. Et donc le learning est super important en business, quoi. N'importe quelle entreprise doit apprendre, doit s'adapter. C'est exemplifié par le mouvement Lean Startup, qui est vraiment la culmination de ça dans une toute petite structure qui doit apprendre très rapidement. Donc le learning est important. Un peu avant 2010, je pense, avec Sébastien Tollenard et Olivier Madan, nous avions créé Learnance. On salue Sébastien. On connaît bien, hein. Salut à toi. Sébastien. Et avec cette vision, tiens, il faut faire quelque chose autour de technologie, apprentissage, la révolution permise par la vidéo. Et on avait un peu ces trois talents-là entre nous. Donc on a créé Learnance, qui existe toujours maintenant, qui s'est bien développé, essentiellement avec Sébastien, parce qu'on a... ça c'est aussi quelque chose qui arrive dans la vie des sociétés. On tirait un petit peu dans des directions différentes, quoi, hein. Sébastien apportait tout son background vidéo, couverture d'événements, multicaméra, etc. Olivier a un côté hardware, geek, hard IT. Roel d'un côté, divergent, vision, divergence, etc. Moi, ce que j'apportais là-dedans, c'était la volonté de faire quelque chose dans le genre de Udemy. Udemy venait d'exister à l'époque. Et je disais, tiens, ça c'est intéressant. C'est une plateforme qui scale du learning, plateforme Udemy, des milliers de cours. C'est une place de marché. Vous avez un skill, vous connaissez quelque chose, vous en faites vous-même une petite vidéo. Est-ce que c'est exact de dire que Udemy, c'est un peu le booking.com de la formation? Oui, en tout cas, dans la mesure où c'est une plateforme, c'est des intermédiaires. Udemy n'a pas un seul formateur interne. On est d'accord. Ce n'est que des formateurs... Ils ont juste un programme de partnership qui permet aux créateurs les plus performants d'être accompagnés, mais en soi, ils n'ont pas de ligne éditoriale, entre guillemets, comme LinkedIn Learning peut l'avoir, par exemple. Donc,
Donc c'est une sorte de supermarché des formations à coût très bas aussi, hein. Quand il y a des promotions, c'est régulièrement à 10 $ pour des formations parfois de grande qualité qui durent, où il y a 8 heures de contenu, 250 modules. C'est juste, voilà. Donc moi je voulais plutôt faire ça. Sébastien voulait plutôt apporter le côté vidéo et Olivier le côté hardware. On a d'ailleurs fabriqué ce qu'on appelait une streamcase, c'est-à-dire un ordinateur hardware dans lequel on pluguait caméra, sortie VGA à l'époque, des ordinateurs. Et on avait en même temps l'orateur et son truc. Et Les son slides contenu. étaient synchronisés, il me Les semble. C'est slides étaient synchronisés, on pouvait reproduire. Voilà. Vision intéressante, qui ne s'est pas assez matérialisée, qui m'a donné l'occasion de rencontrer des grands pédagogues comme Marcel Lebrun, qui était un pédagogue fantastique à l'UC Louvain, qui est un des premiers à convertir les gens au principe des flip classroom, hein. C'est-à-dire, on peut expliquer flip classroom? Bien sûr. Bien sûr. Voilà, flip classroom, c'est de dire, tiens, le contenu que donne le prof ex cathedra a tendance à être un peu le même chaque année, donc est-ce que c'est la partie la plus intéressante du cours? Ben non, celle-là, mettons-la en mode vidéo, que les étudiants peuvent regarder à l'avance, et à ce moment-là, ils arrivent en pouvant entrer dans un dialogue avec le prof, et là, ça rend quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ouais, tout ce qui est transmissif peut être vu à ton rythme quand ça t'arrange. Ouais. Quand tu vas dans le présentiel, c'est pour maximiser vraiment Voilà. l'échange et l'interaction. Voilà. Et c'est quelque chose qu'on utilise d'ailleurs dans StarTech, ce programme d'entrepreneuriat pour ingénieurs. On reprend les MOOC de Steve Blank, un des pères du mouvement Lean Startup, prof à Stanford. Donc on a récupéré son super contenu en vidéo, et nos étudiants regardent ça, c'est ça la matière. Et puis en séance, on travaille en direct avec les étudiants. Tiens, comment avance ton projet, etc. Maintenant, ce contenu a plus de 10 ans, maintenant, si pas 15. Donc, quelque chose, je plaide pour qu'un de ces quatre, on remplace ce contenu par du contenu plus récent, en prenant des exemples autour de nous. Je suis sûr que pour quelque chose comme ça, on peut avoir un Fabien Pincars qui vient nous partager les leçons de la croissance de Doux, ou d'un Benoît Depère qui vient nous partager les leçons du succès d'Aerospace Lab. Voilà, il y a plein d'entrepreneurs qui peuvent témoigner et en faire un contenu qui va être plus parlant pour les jeunes entrepreneurs locaux. Petite parenthèse peut-être, on a cité Udemy dans un peu le boom de ces plateformes, là où c'est finalement tout le monde devient formateur, tout le monde est apprenant. Ouais. Comment tu perçois ça sur la question de la légitimité des formations des formateurs? Qu'est-ce que tu penses de l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui, où on trouve vraiment de tout? Comme tu dis, les universités les plus prestigieuses du monde ont des formations certifiantes en ligne, mais on peut aussi se former au même contenu, entre guillemets, mais sur YouTube, sur Udemy, pour des sommes dérisoires. Oui, très bonne question, difficile d'y répondre. Oui, on aurait dû mentionner YouTube plus tôt d'ailleurs, parce qu'effectivement, beaucoup de gens se forment sur YouTube, on trouve tout sur YouTube, depuis la guitare jusqu'à des choses très techniques. Maintenant, après un certain temps, les gens voient vite les limites d'un modèle YouTube où on se forme, c'est très plic-ploc, et donc il y a un intérêt à avoir une personne qui a mis un fil rouge pour vous, et voilà. Donc ça plaide assez vite. Après avoir erré entre des contenus gratuits sur YouTube, souvent on finit par dire tiens, je vais quand même payer 49 € ou 159 € pour un cours avec un formateur. Ce qu'on paye, c'est la structure au final. La structure, la séquence, et puis alors la validation. La validation du contenu. La validation, oui, mais on remarque que c'est quand même difficile parfois de savoir qui est légitime là-dedans. Et parfois, on va dire, lui doit être légitime parce qu'il vend sa formation à 600 € ou à 1200 €. Parfois, c'est le cas, parfois, c'est pas le cas. Donc, il y a un peu de tout, quoi, hein. Donc, ça, c'est pas encore facile de distinguer le bon grain de livret là-dedans, quoi. Oui, c'est d'ailleurs une évolution. C'est marrant parce que je parlais de ça quand je dirigeais des centres de formation en 2018. 2013, quand j'étais directeur de centre de formation. Et je disais déjà à mes formateurs, et c'est quelque chose auquel je crois réellement, le métier de formateur demain, c'est plus de produire du contenu, c'est de savoir quel est le contenu, comme tu dis, qui est de qualité et comment je vais le mettre à disposition. Et par contre, la plus-value telle que je l'aperçois, parce qu'on parlait du présentiel, pourquoi tout le monde n'apprend pas en ligne, la plus-value d'un expert aujourd'hui, c'est d'un expert local, ça va être de donner accès aux bonnes ressources, à mon sens, et puis de réunir les gens pour les interactions et les questions, les questions personnelles. En tout cas, c'est quelque chose que je racontais en 2013. J'ai l'impression que c'est encore vrai aujourd'hui. Oui, c'est encore assez vrai. Je vais prendre un exemple que tu as évoqué tout à l'heure, d'ailleurs.
les formations en IA, hein, puisque j'ai eu l'occasion... Alors, de... je Ouais. t'arrête 2 minutes, justement. C'était On va te une des poser la questions que je question vais tout te de suite. poser. Ouais. Parle-nous, donc tu as lancé AI Black Belt Voilà. en 2019. Ouais. C'est là qu'on s'est rencontrés, Ouais. d'ailleurs. On rappelle que IA ne voulait rien dire pour le grand public à ce Oui, moment-là. absolument. Ouais. Ouais, alors que... Tu peux nous en parler? Ouais. Alors, on va parler d'AI Black Belt et puis on parlera de qu'est-ce que l'IA change dans la formation en elle-même. Ouais. Mais d'ailleurs, d'abord AI Black Belt. Ouais, comment dire, je traînais donc je m'étais personnellement reformé au machine learning en 2010, mais à l'époque où c'était un peu exotique. Ça allait devenu de moins en moins. Il y a eu la vague du big data à laquelle on a participé avec cette entreprise Swan Insights, et puis on voyait venir derrière ça, tiens, l'IA, ce deep learning, tout ça se réveille progressivement, hein. Moi, j'avais l'impression, quand j'allais en Silicon Valley, deep learning, tout le monde parlait de deep learning, ça rendait possible la vision, ce qui était un des hard problems de l'IA, ça rendait possible la conduite, enfin les balbutiements de la conduite autonome, et on voit que le diable est dans les détails, voilà, mais il y avait déjà des voitures autonomes expérimentales, en tout cas vers 2000, à partir de 2015, etc. Donc je me dis, OK, c'est une vague énorme qui va arriver. J'ai été fort inspiré par ce que faisait mon ami Grégory Renard avec la Holberton School, donc il formait quasiment des adolescents au machine learning, etc., en Silicon Valley, évidemment, hein, c'est un Belge parti là-bas. Je me suis dit, waouh, il faut qu'on fasse quelque chose de similaire ici. Et donc, préparé dès 2018 et lancé en 2019, à Bicentral et en Wallonie, AI Black Belt, qui était un concept de dire, tiens, c'est une matière un peu difficile, intimidante, on va y creuser un escalier de progression, une ceinture blanche, jaune, orange, comme dans les arts martiaux. On a fait tourner plusieurs cohortes comme ça. D'où la White Belt, Voilà. Orange Belt, Voilà. qui vous amène à la Black Belt, qui est inspirée... on n'est jamais arrivé à la Black, hein, qui est inspiré des modèles de formation Java. Hein. Oui, c'était inspiré entre autres par John Rizzo, que tu vas recevoir sans doute prochainement. Au prochain épisode. Prochain épisode, c'est John. Voilà, salut John, qui avait lancé Java Black Belt. AI Black Belt, bah oui, pourquoi pas. On a lancé ça à Bicentral, en présentiel, avec un programme qualitatif 1 sur 4 demi-journées, avec des interventions, des témoignages de praticiens de l'IA qui venaient dire, tiens, voilà ce qu'on a fait dans telle entreprise. Pendant 1 heure, venaient expliquer un case. Donc, ça donne une expérience accélérée aux gens. On a dû malheureusement arrêter à cause du Covid, hein, qui a interrompu le présentiel. Et puis le temps qu'on a essayé une fois ou deux de relancer en online, mais alors c'était la fin des confinements, donc les gens voulaient à nouveau du présentiel, etc. Donc on a un petit peu trébuché. Quelque chose que je me suis promis de relancer incessamment sous peu depuis un certain temps. Pas encore eu tout à fait l'occasion de concrétiser ça. Mais je pense qu'il y avait des vertus à ce format-là qui est... Et maintenant, à refaire, je mettrai un gros composant online pour avoir les avantages de l'online, c'est-à-dire on peut le regarder à son rythme, on peut le revoir autant de fois qu'on veut, on peut prendre le temps de bien expliquer les choses, on peut faire des quiz, etc. Et de mixer le présentiel, c'est-à-dire la rencontre entre des gens intéressés par la même démarche, l'interaction avec des praticiens, ça c'est absolument précieux, irremplaçable. Et est-ce que tu referais un modèle de cohorte où tu dois réunir X personnes au même moment, ou est-ce que tu ferais des modèles auxquels moi, et je partage ça personnellement, je crois énormément, c'est-à-dire des modèles où en fait il n'y a pas de groupe, le online préenregistré self-paced, tu t'inscris quand tu veux, et je ne fais la session présentielle que quand j'ai X inscrits dans un Calendly et quand ça arrange tout le monde. Ouais, je crois qu'il faudra... L'online peut se faire à peu près n'importe quand, effectivement. Le présentiel, bah oui, par définition, il faut que les gens soient présents au même moment. Donc, je pense malgré tout qu'il y a quelque chose de séduisant dans l'idée de cohorte, dans le fait que les gens se connaissent. Tiens, ça c'est la cohorte printemps 2025 ou automne 2026. Ils se connaissent et puis il faut organiser des événements entre cohortes. Enfin, tous ces éléments de networking alumni, c'est des choses qui m'animent bien. Je suis occupé par ailleurs avec les alumni ingénieurs de Louvain et même les alumni de l'UC Louvain en général, parce que je crois très fort dans la force des réseaux d'anciens, surtout dans des démarches entrepreneuriales ou de développement. Oui, l'online plus le présentiel, il faut les deux. Et donc, on a lancé cet AI Black Belt, qui était qualitatif, me semble-t-il, qui était avant l'IA générative. Donc maintenant, l'IA générative, OK, ça... c'est encore le boom du moment. C'est le boom du moment, c'est encore plus populaire, tout le monde a l'impression « Ah, enfin, je comprends », etc. C'est très bien. Je pense, malgré tout, qu'il y a un effet d'optique qui fait que celui qui a compris l'IA générative a l'impression qu'il a compris toute l'IA.
Et ça, je pense que c'est un effet d'optique même assez dangereux, parce que dans certains cas de figure, par exemple en vision industrielle, on peut faire du machine learning et du deep learning classique sans avoir besoin d'IA générative, l'IA générative. Donc, et à nouveau, Andrew Ng, que j'ai déjà cité, hein, ce prof de Stanford qui entre-temps est devenu investisseur dans une centaine de boîtes IA, dit l'opportunité du machine learning ou deep learning classique est grosse comme ça, alors que le générative IA est comme ça. C'est en train de changer, c'est en croissance beaucoup plus rapide, mais il reste énormément d'opportunités. La face émergée de l'iceberg. Voilà, en machine learning classique. Donc, avec l'apparition des nouvelles formations et des nouveaux experts de l'IA qui ont découvert l'IA il y a 2 ans, voilà, là, je me permettrais d'être un petit peu incisif à dire attention, si vous suivez ça, il y a une partie qui va vous échapper. Vous allez faire joujou avec le prompt engineering et ça va sembler magique et c'est très bien. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a plein d'opportunités, mais attention à ne pas passer à côté d'autres outils dans la trousse à outils de l'IA qui existent toujours, qui sont toujours très pertinents. Et pour moi, c'est indispensable de les connaître. Donc, si et quand on relance AI Black Belt, on s'assurera qu'il y a bien cet historique de toute la panoplie IA et pas uniquement le dernier outil à la mode. Parce que ça continue, bien entendu, l'IA agentique, MCP, plein de choses. C'est un domaine qui bouge à une vitesse incroyable. Et C'est donc, presque impossible aussi, d'en être un expert. rester à jour, ça répond indirectement aussi à ta question sur les avantages du présentiel versus l'online. L'online, en tout cas, il faut s'assurer de rester à jour, quoi. Les gens qui sont formés l'année passée en IA, même en IA générative, n'ont sans doute pas entendu parler d'agents, n'ont certainement pas entendu parler de MCP, n'ont pas entendu parler de A2A, le nouveau protocole de... C'est un des vrais défis de la formation sur l'IA en ce moment, c'est que le contenu est tellement évolutif que c'est compliqué de se dire à quel moment je vais mettre en fait du contenu premium ou de qualité en préenregistré, parce que je n'ai aucune idée s'il sera encore vrai dans 3 mois ou pas complètement ou alors il faut remettre à jour très régulièrement, c'est un gros effort. Puis une question qui pourrait intéresser pas mal d'auditeurs, je pense. Donc tu as une approche qui se basait sur ce qui existait avant le boom de l'IA générative, donc tu formais au machine learning et aux aspects plus conventionnels, plus anciens, plus historiques de l'intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que se former à ça peut rendre l'utilisateur plus performant avec les outils contemporains ? Oui. Parce que c'est pas lié dans la manière de les utiliser. Entre guillemets, le prompt engineering profane suffit aujourd'hui pour tirer pleinement parti de l'AI, en tout cas dans ces solutions commerciales. Tu remarques que j'ai répondu oui spontanément sans même avoir réfléchi la réponse. C'est une conviction. Mais si je dois l'argumenter maintenant, je me rends compte qu'il faut décortiquer, il faut éplucher un petit peu. Parce qu'on peut effectivement aller très loin en comprenant bien le prompt engineering, etc. Mais on aura du mal à s'expliquer les hallucinations, par exemple, si on ne comprend pas le sous-jacent. Donc j'aime bien quand même soulever le capot et dire, regardez en dessous comment ça fonctionne. Pas pour y passer des heures. Les hallucinations, c'est quand l'IA vous raconte un peu n'importe quoi en étant... Avec beaucoup d'aplomb en plus. Avec beaucoup d'aplomb. Avec beaucoup d'aplomb, c'est le bullshitter en chef, les IA. L'exemple est classique, il n'existe plus maintenant parce qu'ils ont corrigé, bien entendu, mais on pouvait demander, première version de ChatGPT, parle-moi des avantages comparés d'un duvet en plume d'oie et d'un duvet en plume de stylo. Et l'IA vous raconte, les plumes de stylo, c'est plus petit, mais pour un duvet, c'est pas mal. Alors, on rigole parce que ça nous semble évident. Mais ce qui est dangereux, c'est si vous vous demandez sur un dossier médical, la même question, tiens, qu'en est-il par rapport à telle affection et la prise de sang donne ça, etc. Et l'IA va vous bullshiter et ça va ressembler à un discours médical très, très soutenu, comme si vous parliez à un médecin spécialiste. Et c'est très bon dans 95% des cas, 95% pour les non-belges qui nous suivent. Mais ça peut raconter les conneries, quoi. Donc il faut vraiment être très attentif à ça, il faut le comprendre. Et comprendre les sous-jacents permet d'aider. Un autre exemple, peut-être, je ne sais pas s'il est plus convaincant pour moi, mais il est peut-être plus difficile à convaincre, c'est si vous comprenez vraiment la nature de ce qu'on appelle les foundation models, c'est du token to token. Donc, on transforme un input en token. Et les LLM, tout le monde a compris maintenant ce qu'est un LLM, ça ne traite que du texte. Ça n'a pas de représentation du monde réel. C'est une des prochaines vagues de l'IA, ça va être les world models, les modèles qui comprennent le monde, parce qu'un LLM classique n'a pas une bonne représentation du monde. Il n'a une représentation du monde que telle qu'elle est capturée par le langage. Donc, si vous demandez à ChatGPT, il y avait le fameux problème de Strawberry, de la sortie à l'occasion de ChatGPT 4, on disait, tiens, si je mets
Si je mets une fraise sur la table, je mets un verre au-dessus de la fraise, je déplace le verre dans un four à micro-ondes et j'allume le micro-ondes, que devient la fraise? Et l'IA avait tendance à vous répondre: ah ben elle va chauffer, elle va exploser, etc. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas conscience que si on a mis le verre à l'envers et qu'on le transporte tel quel, il ne va pas emporter la fraise. D'un point de vue lexique, c'est pas évident. Alors qu'un enfant de 4-5 ans va piger ça. Vous voyez? Donc les IA n'ont pas de représentation du monde delta, sauf ce qui est capturé par le langage, mais qui est assez imparfait. Donc maintenant, la prochaine vague, on travaille sur les modèles physiques. Et ça rend possible plein de nouvelles choses. Quand on comprend vraiment les sous-jacents de la technologie, en pharma, par exemple, il y a un projet en Brabant Wallon, Quantum Bioscience. Salut Florence. Salut Florence. ils explorent l'éventail de toutes les molécules, l'espace des molécules, qui fait 10 exposants 50 et plus molécules thérapeutiques possibles, qu'on élague, etc. Donc là, le génératif ne génère pas du texte. Il y a d'autres problèmes qui sont l'entraînement, mais ça rend possible des choses tout à fait différentes d'un LLM. D'accord ? C'est la même logique, mais appliquée à d'autres choses. On le voit en robotique. On organise le hackathon, le robot, ici à la Grand Poste, 14-15 juin, avec le framework, le robot de Hugging Face. C'est quoi? Ça transforme du visuel, des tokens visuels, en tokens qui sont des mouvements angulaires de bras de robot. Donc, si on apprend un robot X fois à plier un t-shirt, il va finir par, à force de voir ce mouvement, finir par l'apprendre. C'est plus difficile à entraîner parce qu'on n'a pas un corpus. Pour le texte, on avait le corpus énorme d'Internet et de Wikipédia, etc. Là, on n'a pas des corpus visuels, mais on les construit progressivement. Et donc, on va avoir le même genre d'effet. Donc voilà. Donc ça me fait plaider pour, si on comprend bien les sous-jacents, on va aller bien plus loin que les LLM, bien plus loin que le prompt engineering, on va réfléchir à des nouvelles applications. Et c'est ça qu'il faut faire si on veut rester à niveau par rapport à la Silicon Valley. Ils sont déjà là. Les LLM, c'est déjà du passé. Ils n'investissent plus. Enfin, les LLM, ils disent c'est le passé, quoi. Alors là, je reviens un peu sur ton rôle de soutien aux entrepreneurs. Tu as accompagné nombre d'entreprises, de jeunes entrepreneurs en coaching, dans l'EdTech, Education Technology, qui est notre secteur. Qu'est-ce qui te fait dire quand tu vois un projet, et c'est aussi vraiment quelque chose que j'avais envie que tu repartages avec les gens qui réfléchissent à des projets dans l'EdTech, c'est quoi les conseils que tu donnes? Et quand est-ce que, quand on vient de pitcher une boîte dans l'EdTech, tu dis là, il faut y aller? À la fois facile et pas facile de répondre à ça parce que d'abord il y a une couche, je dirais c'est les mêmes critères que pour n'importe quel projet, hein, donc la qualité de l'entrepreneur, l'opportunité de marché, la manière de développer, l'articulation entre la vision, l'exécution, le go-to-market, comment est-ce qu'on va trouver, comment est-ce qu'on va arriver dans les mains des premiers intéressés, etc. Donc ça, il y a une couche de critères qui est commune à n'importe quel projet start-up ou technologique. Les tech en particulier, surtout dans nos contrées, est un petit peu délicat parce que le business model est moins trivial qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a des programmes qui proposent des formations à plusieurs milliers de dollars qui apparaissent comme bon marché, comme alternative à l'université qui coûte des dizaines de milliers de dollars par an. Donc si vous dites aux gens, on peut vous faire de vous un codeur en 9 mois pour 10 000 dollars en mode bootcamp, il y a des gens qui prennent. Donc en Belgique, ce serait plus difficile à vendre, quoi. En Belgique, en Europe en général. En Belgique, en Europe. Pourquoi? Parce qu'on a un bon système d'éducation publique, donc on ne va pas s'en plaindre. Mais c'est une concurrence, d'un point de vue entrepreneurial, c'est une concurrence par rapport à des projets gratuits. Donc il faut bien, peut-être que mieux que dans d'autres projets, il faut bien répondre à la question qui va payer pourquoi. Et donc, faire des formations grand public, B2C, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est difficile, quoi. EdTech grand public. Le marché est très difficile. Et d'autant qu'il y a déjà des acteurs dont on a parlé très importants. En entreprise, ça devient tout à fait différent. Là, au sein des entreprises, il y a un vrai enjeu mais là aussi d'adoption. Comment est-ce qu'on va s'assurer? Est-ce qu'on va mettre juste un MOOC pour cocher la case? Tiens, on doit former nos gens à, je ne sais pas, des problématiques de sécurité ou de SG. On prend un contenu qui est juste une suite linéaire de vidéos un peu boring et on dit on a coché la case SG ou sécurité dans notre truc, ou bien est-ce qu'on en fait quelque chose de gamifié, de plus passionnant, qui provoque une adhérence des utilisateurs? Ça, ce sont les enjeux.
et répondre à cette question-là. Et voilà. Ayant dit ça, je reste séduit par des projets de masse. J'avais rencontré les fondateurs de Tinker avec un Y, plateforme EdTech plutôt pour les jeunes, indienne à la base. Ils ont 50 millions d'utilisateurs. Wow. Et en Inde, et avec des tarifs à $5 le mois, parce que leur marché... Donc, ça donne quand même envie de réfléchir. Tiens, pour des parents qui veulent que leurs enfants se développent ou aient une chance dans les STEM, des petits montants comme ça, fois des gros volumes, ça reste possible. On ne voit pas des masses autour de nous, mais ça devrait être possible. Donc ça, c'est le genre de projet que je regarderai avec attention. Et c'est vrai que l'Inde, on en parle peu, mais en matière d'éducation technology, ils ont des startups incroyables, des entreprises incroyables, dû malheureusement pour eux aussi au fait que le système éducatif est beaucoup plus complexe pour eux. C'est difficile quand tu vois la masse de population, ça c'est énormément de laisser pour compte. Et ça, c'est vrai que c'est une manière aussi de raccrocher dans pas mal de régions du monde, de raccrocher à ce genre de choses. En même temps, l'Inde, un pays que j'adore, j'ai visité quelques fois. On sait que Fabien Pinkers, le CEO fondateur d'Odoo, y est allé vivre 1 an avec ses enfants qui ont une dizaine d'années, et me montrait le programme qu'ils ont dans une école publique. Il y a du leadership, enfin, c'est la vie de Gandhi, etc., mais présenté sous forme de leadership. Il y a du Python. Donc, malgré tout, c'est quand même... ils préparent des générations de gens sensibles au STEM. Donc ça, si j'avais un petit message à faire passer aux politiques, c'est, veiller au STEM, quoi, hein, on le sait, ça fait partie d'ailleurs de la DPR, de la Déclaration de politique régionale. J'aurais espéré avoir un petit rôle à jouer là-dessus, puisque, je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai été pendant près de 2 ans président de l'initiative Digital Wallonia de l'Agence du numérique. Ça a changé pour raison d'élection et d'une décision là-dessus. Mais dans les dernières pierres que j'ai posées avant de fermer ce chapitre-là, j'avais plaidé pour j'en ai fait une tribune dans la Libre d'ailleurs, pour un WIT, non pas un Massachusetts Institute of Technology, mais un Wallonia Institute of Technology. Je ne suis pas le seul, l'Institut d'Estrée en avait parlé en son temps. L'avenir va passer par davantage de formation technologique de nos jeunes, donc il faut leur donner le goût dès le plus jeune âge, des STEM et des STEAM. Là aussi, on avait partagé l'idée de ce que j'appelais un STEAM bus, basé à nouveau sur l'inspiration d'Odoo et de leur lab Odoo, leur espèce de bus qui font x6 en volume et qui peuvent accueillir des gens, qui font le tour des écoles. Ça a été un petit peu critiqué à l'époque parce que c'est très voyant, on va dire, et une pub à laquelle on ne peut pas échapper. Je pense qu'il y a moyen de faire des STEAM bus qui sillonnent nos écoles et qui encouragent les jeunes à s'intéresser à ça. Et justement, en fait, je rebondis un peu sur ma question suivante, c'est quoi alors on a la chance, on l'a dit en Europe, en Belgique, d'avoir un enseignement public qui est accessible, auquel tout le monde peut avoir la chance d'aller à l'université. Et ça, c'est vraiment particulier à la Belgique. Toutes les universités sont publiques et ont le même prix. Ça va être quoi alors la place des projets entrepreneuriaux dans l'éducation, du privé dans l'éducation? Comment tu vois ça? Comment chacun doit trouver sa place aussi pour, d'un côté, garantir l'objet social, l'éducation, la formation, l'accessibilité, mais d'un autre côté, permettre que l'innovation qui est propre aux entrepreneurs puisse se diffuser? Oui, difficile de faire une réponse concise là-dedans, parce que les réponses sont multiples. Je dirais, allez visiter Bicentrale. Et là, on va se rendre compte justement de la diversité de réponses. Les problèmes s'expriment avec des particularités un petit peu différentes, et les entrepreneurs, qui sont des êtres très adaptatifs, vont y trouver des réponses différentes, y compris quand ils n'ont pas une grande connaissance du secteur. Mes amis Philippe Van Oppem et Daniel Vroegstraat avaient lancé EduKit à l'époque, qui consistait à mettre des laptops, des Chromebooks dans les écoles, à rendre ça accessible. Ils ont débarqué là-dedans avec une forme de naïveté. Ils n'étaient pas des spécialistes de la question. Ils ont été critiqués d'ailleurs, mais ils y ont été avec des ressources entrepreneuriales incroyables à renverser les montagnes. Ils ont réussi à résoudre une partie de l'équation économique en découvrant au fur et à mesure et en explorant. Et maintenant, ils mettent ça à partir. Donc, c'est une fois dans l'entrepreneur et dans le modèle entrepreneurial qui est adaptatif. L'entrepreneur ne fonctionne pas en ayant un plan préétabli. Il fonctionne beaucoup en regardant ce qu'il a autour de lui. C'est la théorie de l'effectuation que j'apprécie sur le fonctionnement de l'entrepreneuriat. Effectuation.org, si vous pouvez le mettre dans les notes du podcast. L'entrepreneur, le manager a tendance à fixer un but préalable et puis va trouver la voie la moins chère, la plus rapide, etc. L'entrepreneur est très attentif à ce qu'il a autour de lui comme ressources à sa disposition et ensuite il va choisir un chemin.
Donc la logique n'est pas la même en fait. Et ça, quand on met ça en route, donc on ne sait pas définir à l'avance là où on va arriver, mais on sait définir qu'on va se diriger comme l'eau, hein, fluide comme l'eau, on va se diriger vers un endroit où il y a quelque chose à faire, quoi. Et attention que, autant j'adore encourager les gens dans l'entrepreneuriat, autant attention, mesurer vos ressources et les efforts que vous mettez dedans. Le burn-out de l'entrepreneur, ça existe, il faut y prendre garde parce qu'on peut s'épuiser soi-même en exigeant beaucoup de soi-même, quoi, hein. Donc attention à ça. On arrive au bout de cette conversation passionnante. Et on voudrait clôturer ce podcast par une petite question prospective. On va te poser. Comment tu vois le futur de la formation à 5 à 10 ans? On va parler juste de chez nous, de la Belgique francophone, du petit microsystème, puis tu peux élargir évidemment. Zut, en théorie, j'aime bien faire de la prospective comme ça, mais c'est vraiment une colle. Je pense qu'il y aura beaucoup d'ingrédients qui sont déjà présents. Donc, il y aura toujours les universités qui vont devoir se réinventer. Il y aura toujours les formes un petit peu hybrides, mix de MOOC et de présentiel, mais plus organique, hein, comme Bicentral et d'autres exemples. Un élément important qu'on n'a pas encore mentionné, qui pour moi est vraiment clé, c'est l'intégration de l'IA dans l'apprentissage. Hein. L'IA a été fort critiquée, les profs ont peur, nos étudiants vont nous rendre des travaux pré-mâchés, préfabriqués, ça ne développera pas véritablement leur intelligence. Donc l'IA a fait peur à beaucoup d'enseignants, et je peux comprendre, hein, y a des choses à changer, mais en même temps, moi j'ai envie de voir l'IA comme le meilleur atout de l'apprenant. Une IA, c'est un mentor incroyable qui peut vous faire répéter, qui peut simplifier les questions. Moi, on est hackathon santé, donc je devais m'intéresser à des questions de biologie et de santé et de cancer du sein et que sais-je, où je ne suis pas spécialiste. Je pose des questions à l'IA et je lui dis, tiens, simplifie-moi un peu. Et je peux lui dire, tiens, ça je connais déjà, j'ai quand même des rudiments de biochimie, donc ça, il n'y a pas besoin de tout m'expliquer. Par contre, telle et telle chose, je ne connais pas. Et c'est un fantastique moyen d'apprentissage, donc bien utilisé. Donc ça, je m'attends à ce qu'il y ait des agents dédiés, pour ceux qui veulent, hein, c'est comme tout, quoi. Parfois, il faut décider, il faut une motivation et y passer du temps, mais il va y avoir des agents personnalisés, ça va être extrêmement personnalisé. Les IA, aujourd'hui, dans les nouvelles versions, ont la mémoire de ce que vous avez déjà demandé, donc vont garder la mémoire de ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, et vont pouvoir vous faire un parcours d'apprentissage taillé sur mesure. Ça, je crois que ça va être une tendance de fond. Les Américains vont de nouveau s'y mettre, il y aura des trucs très forts, et je pense qu'il y a une opportunité d'adapter ça à nos régions, quoi. Eh bien, un grand merci, Roald, pour ta participation, et au plaisir de se recroiser. Et on te réinvitera sans doute pour ton prochain projet entrepreneurial en éducation qui, à mon avis, ne devrait pas tarder à revenir à un moment donné. Voilà. Merci beaucoup, Roald. Merci à vous, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir. Merci d'avoir écouté le Skillcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à nous laisser un commentaire. Et si vous avez envie de prolonger la réflexion ou simplement de nous écrire, vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn. À bientôt pour un nouvel épisode.